C'est quoi une mare? Bah, une mare, c'est de l'eau. De l'eau, déjà. S'il n'y a pas d'eau, forcément, il n'y a pas de mare. L'eau, elle est plutôt dans un trou ou sur une bosse? Dans un trou. Dans un trou. C'est une plongée dans un milieu que tout le monde pense connaître. Une mare, contrairement à un lac ou à un étang, c'est pas profond. Donc c'est un trou, pas profond, avec de l'eau. Dans cette mare forestière, une multitude d'animaux a trouvé naturellement refuge, scruté de près ce matin-là par des élèves de CP. Vous avez trouvé ce que c'était? Oui, c'est une libellule. Ça. Et comment vous êtes sûr que ce soit une libellule? Parce qu'il a un truc derrière aussi, on voit ses ailes. Est-ce que vous pensez qu'il a des ailes là? Là, oui. Oui, c'est vrai, on voit ses petites ailes. La libellule, à l'état de bébé, va respirer sous l'eau et au moment de sa transformation, elle va sortir de l'eau, elle va faire sortir son corps d'adulte de son corps d'enfant. Elle va complètement sortir et là, vous avez bien une libellule adulte et sa carapace, son squelette d'enfant. Certains amphibiens, comme ces tritons, sont des espèces protégées, menacées d'extinction. Ils sont dans la mare qu'au printemps, début été, pour faire les petits. La mare, maternité géante de la forêt, est l'une des garantes de la biodiversité. S'il n'y a pas ces points d'eau dans les forêts, les amphibiens ne peuvent pas se reproduire. Donc ce sont des animaux en grosse voie de disparition. Donc en maintenant les mares dans les forêts, ça permet de maintenir ces animaux-là. Ces enfants, désormais initiés, seront-ils les futurs garants de cette biodiversité ? À l'Office national des forêts, préserver une grande variété d'espèces est une des principales missions. Pour y parvenir, la forêt doit offrir des habitats multiples afin que chacun trouve sa place. Depuis quelques semaines, c'est dans un chêne creux que ce piquet-pêche et sa femelle sont venus nicher pour accueillir leur portée. Auparavant, on avait tendance à exploiter, à considérer que ce bois de maigre qualité technologique n'avait pas d'intérêt et n'avait pas d'utilité en forêt. Donc on avait tendance à le récolter généralement comme bois de chauffage. De plus en plus maintenant, ce type d'arbre constitue des arbres à haute qualité environnementale. Et donc on essaye d'en recruter effectivement un certain nombre dans nos peuplements adultes, dans nos peuplements, même d'en conserver dans les peuplements les plus jeunes. Désormais, ces arbres riches de biodiversité sont donc répertoriés et géolocalisés par les forestiers. Dans le même esprit, un arbre mort par hectare en moyenne est laissé à terre. Là on a vraiment la diversité de la vie dans le sol, avec des galeries de rongeurs, des toiles d'araignées, des zones de bois qui sont déjà consommées par les champignons, donc qui sont en train de pourrir. Et en forêt, 80% de la vie se trouve dans le sol. Sous chaque pas, ce sont des milliers d'individus qui grouillent et qui participent au cycle de la vie dans le sol, à renouveler la matière, tous les animaux morts, toutes les plantes mortes, les feuilles, les branches. Tout est recyclé pour donner de la nourriture que va utiliser la forêt ensuite, ultérieurement, pour pouvoir croître de nouveau. Protéger cette richesse du sol n'est pas toujours aisément compatible avec l'accueil du public, l'autre mission des forestiers. Dans ce massif périurbain, certaines mesures de préservation ne sont pas toujours bien comprises par les promeneurs. Le public peut être gêné par des arbres morts parce qu'ils vont trouver que la forêt a un aspect sale, pas propre. Mais il faut expliquer aux gens à quoi ça sert. C'est important d'avoir toute cette richesse qu'on a la chance d'avoir en forêt et de la préserver. Et pour eux, c'est important aussi. Expliquer et toujours trouver un équilibre entre préservation de la biodiversité, accueil du public et exploitation économique de la forêt.